Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Nihal Al-Shafai, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Madame Nihal Al-Shafai, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Madame Nihal Al-Shafai, tout d'abord, quel est le pouvoir qu'a le Pakistan? Est-ce que le Pakistan a tout ce qu'il faut pour ramener l'Iran et les États-Unis à la table des négociations? Alors, au début, pour appréhender avec précision cette initiative, il est indispensable de la replacer non pas comme une action isolée, mais comme une extension fonctionnelle des efforts cumulés des acteurs régionaux engagés dans la désescalade. L'initiative pakistanaise ne s'inscrit pas dans une logique de substitution aux autres tentatives diplomatiques, mais plutôt dans une dynamique de continuité stratégique. Venons prolonger et compléter les efforts déjà déployés par plusieurs partenaires régionaux en faveur de la stabilisation. Autrement dit, le Pakistan agit ici comme un maillon supplémentaire dans une chaîne diplomatique plus large, où différents acteurs interviennent à des niveaux variés. C'était en amont pour créer des conditions politiques favorables, d'autres en aval pour maintenir des canaux de communication ouverts. Donc cette lecture est essentielle parce qu'elle permet de comprendre que la diplomatie régionale actuelle fonctionne de manière cumulative et non concurrentielle. Les initiatives ne se remplacent pas, elles s'additionnent, se superposent et parfois se relaient dans le temps. Dans ce cadre, le rôle du Pakistan consiste moins à initier une dynamique totalement nouvelle afin de consolider un environnement diplomatique déjà en formation. En assurant donc une continuité dans les contacts indirects entre Téhéran et Washington. Par ailleurs, cette initiative pakistanaise intervient dans un contexte où la rupture des canaux directs rend nécessaire l'activation de circuits parallèles. Elle participe donc à une forme de diplomatie de relais, où chaque acteur contribue à maintenir un niveau minimal d'interaction, évitant ainsi une escalade incontrôlée. Cependant, il est fondamental de souligner que cette logique cumulative, bien qu'importante pour la gestion des tensions, ne suffit pas à produire une transformation structurelle du conflit. Elle reste dépendante de la volonté des acteurs principaux et des évolutions du rapport de force global. Alors, la question de la capacité du Pakistan ne peut être appréhendée qu'en l'inscrivant dans une logique de diplomatie collective régionale, où les rôles sont distribués plutôt que concernés. Mais contrairement à une lecture classique qui tend à évaluer la médiation à travers un acteur unique, la réalité actuelle du système régional repose sur une répartition fonctionnelle des rôles diplomatiques entre plusieurs partenaires, chacun intervenant selon ses marges de manœuvre, ses canaux d'influence et son positionnement stratégique. Donc, dans ce cadre, le Pakistan ne doit pas être perçu comme un médiateur autonome, cherchant à structurer seul un processus de négociation, mais comme un acteur intégré dans une architecture diplomatique plus large, où les initiatives s'articulent et se complètent. Cette logique alors de complémentarité est essentielle parce qu'elle permet de contourner les limites structurelles de chaque acteur pris individuellement. Aucun État à lui seul ne dispose aujourd'hui des leviers nécessaires pour influencer de manière décisive une relation aussi complexe que celle entre Washington et Téhéran. Ainsi, l'efficacité du Pakistan ne réside pas dans sa capacité à imposer une solution, mais dans son aptitude à s'insérer dans cette dynamique collective, en assurant une continuité des interactions et contribuant à éviter les ruptures de communication. Donc, il convient également de souligner que ce type de diplomatie fragmentée reflète une transformation plus profonde du système international où la médiation devient un processus distribué, multi-acteurs et évolutif plutôt qu'un mécanisme centralisé. En définitive, le Pakistan n'est ni un acteur marginal ni un acteur dominant, mais un acteur de relais dont la valeur stratégique réside précisément dans sa capacité à compléter et prolonger les efforts d'autres partenaires régionaux, dans un contexte où la gestion du conflit repose sur une accumulation d'initiatives plutôt que sur une solution unique et structurée.
Madame Nehal El-Shafei, à votre avis, quels sont les principaux enjeux ou les obstacles qui entravent jusqu'aujourd'hui le dialogue irano-américain? En effet, le blocage actuel ne relève pas d'un simple différend diplomatique, mais d'un enchevêtrement de contraintes structurelles qui redéfinissent les limites même du négociable. Pour comprendre pourquoi toute tentative de relance des négociations reste fragile, il faut dépasser la lecture classique des désaccords techniques et s'intéresser aux couches profondes du conflit. Le premier obstacle est d'ordre doctrinal. Les États-Unis et l'Iran ne partageaient pas la même conception de la sécurité régionale ni du rôle qu'ils doivent y jouer. Là où Washington privilégie une architecture de stabilité fondée sur la limitation des capacités iraniennes et le maintien d'un équilibre favorable à ses alliances, Téhéran adopte une logique de projection d'influence visant à consolider une profondeur stratégique autonome. Ce décalage crée une incompatibilité de fond. Il ne s'agit pas simplement de négocier des paramètres, mais de concilier deux visions du système régional qui sont par nature concurrentes. Le deuxième obstacle est structurel et institutionnel. Les mécanismes de sanction, les cadres juridiques existants et les engagements sécuritaires des deux parties ont progressivement construit une architecture rigide dans laquelle toute concession devient politiquement coûteuse. Chaque geste diplomatique est immédiatement interprété à travers un prisme de crédibilité interne et externe, ce qui alors réduit considérablement la marge de manœuvre des décideurs. Le troisième obstacle est lié à la dimension cumulative de la méfiance. Les cycles successifs de négociations inaboutis, les retraits unilatéraux d'accords et des divergences d'interprétation ont profondément altéré la confiance minimale nécessaire à toute dynamique de compromis. Donc, cette mémoire stratégique négative agit comme un acteur de blocage autonome, indépendamment même des enjeux actuels. À cela s'ajoute un facteur souvent sous-estimé, c'est la multiplication des niveaux de conflictualité. Le dossier irano-américain n'est plus isolé. Il est imbriqué dans une série de théâtres régionaux où les tensions se nourrissent mutuellement. Cette interdépendance rend toute avancée diplomatique vulnérable à des perturbations externes. Il convient de souligner que ces obstacles ne sont pas statiques, mais évolutifs. Ils s'adaptent aux transformations du contexte international. Ce qui signifie que même en cas d'ouverture ponctuelle, les contraintes structurelles restent présentes et peuvent rapidement réactiver les dynamiques de blocage. En définitive, la difficulté de relancer un processus de négociation ne tient pas à l'absence d'initiative, mais à la profondeur des divergences stratégiques et à la densité des contraintes qui encadrent l'action diplomatique des deux parties. Madame Nehal El-Shafei, à votre avis, est-ce qu'il y a vraiment une volonté réelle de parvenir à un accord et à une désescalade, ou est-ce que ce sont des négociations tactiques, si on peut le dire? Est-ce que les deux parties gagnent du temps et ils ont une stratégie élaborée, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de désescalade? Est-ce que ce cessez-le-feu va perdurer et nous allons bientôt voir cette guerre parvenir à un terme? Définitivement, on doit savoir ici l'action de Washington et sa position et Téhéran. On sait très bien qu'il y a aujourd'hui une réunion autour du dossier iranien. Cette réunion ne peut être interprétée comme une simple séquence de négociations classiques, mais plutôt comme une réunion de cadrage stratégique destinée à redéfinir les marges de manœuvre américaines dans un environnement régional particulièrement volatile. Les dynamiques actuelles témoignent d'un enlissement progressif du processus diplomatique avec l'Iran, ce qui pousse une partie de l'entourage décisionnel à envisager un retour à une logique de pression maximale, mais dans une version élargie et potentiellement plus structurée, dépassant le seul registre économique. Cela dit, un basculement immédiat vers une option militaire reste un scénario peu probable à ce stade. Les décideurs américains sont conscients
et toute escalade directe comporterait des coûts régionaux et internationaux particulièrement élevés. Le scénario le plus plausible demeure donc celui d'une recomposition graduelle du rapport de force, durcissement ciblé des sanctions, renforcement des mécanismes de dissuasion, tout en maintenant une fenêtre diplomatique étroite mais conditionnée par des exigences beaucoup plus strictes qu'auparavant. Autrement dit, nous ne sommes pas face à une logique de rupture mais une phase de gestion calibrée de la pression stratégique, où l'incertitude est utilisée comme levier d'influence, plutôt que comme facteur d'escalade incontrôlée. Dans le contexte actuel, la posture iranienne s'inscrit de manière de plus en plus nette dans une logique de gestion contrôlée de tensions, plutôt que dans une dynamique classique de désescalade ou de confrontation ouverte. Téhéran ne manifeste pas à ce stade de volonté d'opérer des concessions stratégiques majeures sur ces dossiers structurants, en particulier le dossier nucléaire, qui demeure perçu comme un instrument central de souveraineté et de dissuasion. Cette constante traduit alors la volonté iranienne de préserver ses lignes rouges, fondamentales indépendamment des fluctuations du contexte diplomatique. En parallèle, on observe toutefois une flexibilité tactique dans le rapport de force, maintien de canaux de communication directe, évitement d'un affrontement militaire direct, recours à une montée en tension calibrée comme outil de pression dans les phases de négociation. Cette combinaison entre fermeté stratégique et adaptabilité opérationnelle renvoie à une logique de dissuasion flexible, dans laquelle l'objectif n'est pas la rupture, mais l'optimisation des marges de manœuvre dans un environnement contraint. En définitive, le positionnement iranien actuel ne traduit ni une ouverture diplomatique structurelle, ni une logique d'escalade incontrôlée, mais une stratégie de résilience ajustée visant à préserver les intérêts fondamentaux de l'État tout en s'adaptant aux équilibres régionaux et internationaux en constante évolution. Mais dans quelle mesure les acteurs régionaux peuvent vraiment jouer un rôle, que ce soit un rôle de pression pour parvenir à une solution, ou c'est-à-dire chacun selon sa position? En effet, pour comprendre les acteurs régionaux, il est essentiel de dépasser la lecture binaire, simplificatrice qui oppose facteurs de tension et facteurs de stabilisation. En réalité, les mêmes acteurs peuvent simultanément contribuer à la désescalade dans certains contextes et à la complexification dans d'autres, en fonction de leurs intérêts stratégiques et de leur perception des menaces. Le premier élément structurant, c'est la multiplication des centres de décision régionaux. Le système du Moyen-Orient actuel n'est pas dominé par un acteur unique, mais par une pluralité de pôles de puissance aux intérêts parfois convergents, souvent divergents. Cette configuration rend toute tentative de désescalade dépendante d'un équilibre délicat entre plusieurs agendas stratégiques. Le deuxième élément réside dans la superposition des théâtres de tension. Les crises régionales ne sont pas isolées les uns des autres. Elles s'entrecroisent et se renforcent mutuellement. Une évolution dans un espace donné peut avoir des répercussions immédiates dans un autre, ce qui complique considérablement toute dynamique de négociation bilatérale entre Washington et Téhéran. Dans ce contexte, les acteurs régionaux jouent un double rôle. D'un côté, certains contribuent à créer des espaces de dialogue en s'inscrivant dans une logique de médiation ou de facilitation, souvent en coordination implicite les uns avec les autres. De l'autre, ces mêmes acteurs peuvent être impliqués dans des dynamiques de compétition stratégique qui alimentent indirectement les tensions. Par ailleurs, la logique actuelle de diplomatie régionale repose de plus en plus sur une approche cumulative et distribuée, où les efforts ne sont pas centralisés mais fragmentés entre plusieurs acteurs, chacun contribue à un niveau différent. Cependant, cette fragmentation a aussi un coût. Elle rend la coordination plus difficile et augmente le risque de décalage entre les initiatives, ce qui peut ralentir, voire fragiliser les dynamiques de désescalade. Enfin, il faut souligner que les acteurs régionaux ne sont pas seulement des facilitateurs ou des perturbateurs. Ils sont également des parties prenantes directes du système de conflictualité.
leur propre équilibre de sécurité, leur alliance et leur perception des menaces influencent directement la trajectoire globale du conflit. En définitive, les acteurs régionaux ne se contentent pas d'influencer les perspectives de dialogue, ils en redéfinissent en permanence les conditions de possibilité dans un environnement où la stabilité reste intrinsèquement précaire. Dans quelle mesure la question du Liban est susceptible d'influencer les négociations, compte tenu de la présence de Hezbollah qui est liée à l'Iran? En effet, le sud du Liban ne constitue pas simplement un théâtre local de tension, mais un espace de projection stratégique où se cristallisent des dynamiques régionales et internationales imbriquées. Pour saisir pleinement l'impact d'une éventuelle escalade dans cette zone, il est nécessaire de dépasser une lecture strictement géographique et de l'inscrire dans une logique de confrontation indirecte. Le sud du Liban fonctionne aujourd'hui comme un point d'articulation entre plusieurs niveaux de conflictualité locale, régionale et internationale. Le rôle de Hezbollah est central dans cette configuration en tant qu'un acteur non étatique doté de capacités militaires significatives et intégré dans une architecture stratégique plus large. Il constitue un élément clé du dispositif de dissuasion indirecte associé à l'Iran. Cela signifie que toute évolution sur ce front ne peut être dissociée des calculs stratégiques de Téhéran, mais même en l'absence d'un engagement direct. Dans ce cadre, une escalade dans le sud du Liban produit plusieurs effets simultanés. Premièrement, elle augmente le niveau de tension régionale, ce qui réduit mécaniquement les marges de manœuvre diplomatiques des acteurs engagés dans des tentatives de médiation. Plus le niveau de conflictualité est élevé, plus le coût politique d'un engagement dans des négociations devient important. Deuxièmement, elle introduit un facteur de désynchronisation des agendas diplomatiques, alors que certains acteurs peuvent chercher à relancer un dialogue entre Washington et Téhéran. Une escalade sur un théâtre périphérique impose donc une logique d'urgence et sécuritaire qui tend à marginaliser les efforts diplomatiques. Troisièmement, elle renforce la logique de dissuasion croisée dans laquelle chaque acteur ajuste sa posture en fonction des signaux envoyés par les autres. Cette dynamique complexifie davantage toute tentative de négociation parce qu'elle multiplie les variables à prendre en compte et augmente le risque donc de mauvaise interprétation. Par ailleurs, il est important de souligner que ce type d'escalade ne reste jamais circonscrit à son espace initial. Il s'inscrit dans une dynamique de contagion stratégique où les tensions peuvent se diffuser vers d'autres théâtres, amplifiant ainsi l'instabilité globale. Sur le plan diplomatique, une escalade dans le sud du Liban tend à rigidifier les positions. Elle réduit l'espace du compromis en renforçant les logiques de confrontation et rendant toute concession politiquement plus coûteuse pour les parties impliquées. Le sud du Liban donc agit comme un accélérateur de tensions systémiques. Toute dégradation de la situation dans cette zone ne compromet pas seulement les équilibres locaux, mais affecte directement les perspectives de dialogue entre Téhéran et Washington, en complexifiant davantage un processus déjà fragilisé. Et à votre avis, dans quelle mesure le détroit d'Ormuz va continuer à constituer un outil de pression malgré son impact sur l'économie mondiale? Oui, en effet, les enjeux maritimes et énergétiques comme le détroit d'Ormuz ne constituent pas un simple arrière-plan du conflit, mais en sont aujourd'hui l'un des déterminants structurels les plus décisifs. Dans le contexte actuel, la sécurité des routes énergétiques, et en particulier celle du détroit d'Ormuz, dépasse largement le cadre régional pour s'inscrire au cœur de la stabilité du système économique mondial. Ce corridor stratégique concentre une part essentielle des flux énergétiques globaux, ce qui en fait un point de vulnérabilité critique. Dès lors, toute tension entre Téhéran et Washington acquiert immédiatement une dimension systémique. Elle ne se limite pas à une confrontation bilatérale, mais se projette sur les marchés énergétiques, les chaînes d'approvisionnement et les équilibres macroéconomiques internationaux.
Dans ce cadre, les initiatives de médiation sont profondément influencées par cette réalité. Leur faisabilité ne dépend pas uniquement de la volonté politique des acteurs, mais aussi de leur capacité à prévenir des perturbations majeures dans des espaces stratégiques. Autrement dit, la médiation devient en partie un outil de gestion du risque économique global. Par ailleurs, la sécurité maritime est intrinsèquement liée à des logiques de militarisation progressive des espaces maritimes. La présence accrue d'acteurs étatiques et non étatiques dans ces zones augmente le risque d'incidents, qu'ils soient intentionnels ou accidentels. Cette situation donc renforce l'incertitude et complique toute tentative de désescalade. Un autre facteur déterminant réside dans la sensibilité des marchés internationaux, parce que la moindre tension dans ces corridors peut générer des réactions en chaîne, affectant les prix de l'énergie, la confiance des investisseurs et la stabilité financière globale. Cela confère aux initiatives diplomatiques une importance accrue, mais aussi une pression supplémentaire, car leurs échecs peuvent avoir des conséquences immédiates et visibles. En outre, ces enjeux créent une forme de contrainte externe que les acteurs, même en l'absence d'une volonté claire de compromis, la nécessité d'éviter une perturbation majeure des flux énergétiques peut pousser les parties à maintenir un minimum de communication. Madame Nehal El-Shafaei, vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À tout de suite.